Et m'a rejoint sur ce plateau Jacques Neria. Bonjour, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. L'opération terrestre qui se poursuit, on est au 9e jour, une opération qui progresse bien selon les mots du Yoav Gallant. Tsahal a publié que depuis le début de cette offensive au sol, il y a 2500 cibles terroristes qui ont été détruites. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape de Tsahal, Jacques? Alors, il ne faut pas se tromper. Nous sommes loin de la victoire. Nous sommes encore très loin de la victoire. Même avec le chiffre de 2500 cibles touchées du Hamas et les soi-disant 20 000 morts évoqués par une source gouvernementale, tout cela ne prouve pas encore qu'il y a un effondrement du Hamas. Le Hamas ne s'est pas effondré malgré la pénétration de ses défenses. On le voit, c'est une toile d'araignée qui a été tissée pendant plus de 15 ans. C'est une place fortifiée, une fortification pareille qui n'a pas été vue, je dirais, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose d'énorme auquel on doit s'attarder et avancer très prudemment pour ne pas avoir à subir d'énormes pertes humaines. Les tunnels sont minés par des explosifs et par des pièges et des mines. Donc il faut faire attention de ne pas pénétrer en territoire qui est inconnu pour nous, certainement dans les tunnels sous terre. Il faut tout simplement agir d'une façon beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus pointue, savoir où se concentrer et non pas se perdre dans des dalles de tunnels où il nous faudrait des fils d'Ariane à n'en plus finir. Donc de ce côté-là, donc comme je le dis, il n'y a pas encore d'effondrement. Au contraire, on voit les terroristes du Hamas sortir des tunnels pour se battre avec les unités de Tsahal. À chaque rencontre, ce sont eux qui sont perdants. Il y a des tués parmi eux, mais quoi que cela, ils continuent à se battre. Ce qui veut dire que tout simplement, on a affaire à des terroristes qui comprennent très bien que si jamais ils vont rencontrer Israël, ça sera tout simplement leur arrêt de mort. Et de cette façon-là, ils sont obligés tout simplement de se battre jusqu'à la fin. Donc, de ce point de vue, attendons encore. On voit qu'il y a quand même un petit peu moins de roquettes qui sont tirées depuis la bande de Gaza. Est-ce que selon vous, Jacques Neria, c'est un calme trompeur ou c'est le signe que le Hamas a été fragilisé par les cibles terroristes qui ont été visées par Tsahal? Écoutez, le Hamas avait un certain nombre de missiles qui variaient entre 10 000, 15 000... peut-être même plus, c'est pas trop, c'est toujours une évaluation. Et puis il a tiré sur Israël aux environs de 11 000 missiles. Donc ce qui fait que ce qui reste n'est pas énorme et la capacité de produire sur place en temps de guerre est minime. Donc ce qui veut dire que comme il évalue que la situation va durer, donc on va pas terminer cette guerre-là la semaine prochaine, mais ça sera alors il faudra tout simplement essayer de diviser ce qui reste pour pouvoir créer le plus de dégâts. Donc on va utiliser plus d'obus de mortier contre les concentrations de soldats israéliens, plus de missiles vers les villes frontalières au long de la bande de Gaza, dans les concentrations de soldats et non pas à lancer des missiles à l'aveuglette, et de temps en temps de terroriser la population au sein du pays en profondeur en envoyant une fois ou deux fois par jour une dizaine de missiles de longue portée. Donc ce qu'il y a aussi, c'est l'assertion du Hamas qu'il est capable de bombarder aussi, de viser Eilat, et ce qu'il a fait hier avec le missile Ayash de 250, donc 250 km qui ont été tirés à partir de Rafah, mais le missile naturellement intercepté par Arrow. Merci. Jacques, vous restez avec nous. On va évoquer la situation sur le front nord. Cette fois, on va retrouver en direct notre correspondant reporter sur place, Loïc Stecher Choukroun. Loïc, bonjour. Il y a la sirène qui a retenti il y a moins de 30 minutes dans le nord du pays.
Effectivement, à moins de 30 minutes, c'était à Matat exactement. Ça se trouve à une dizaine de kilomètres seulement de là où nous nous trouvons. Il n'y a pas eu de blessés visiblement, puisque nous avons eu un communiqué du Magen David Adom signalant qu'il n'y avait ni même de dégâts dans cette localité du nord du pays. Océane, en tout cas, Tsahal qui a répondu pas quasiment immédiatement. On l'a entendu il y a quelques instants, des missiles, sans doute des chars de Tsahal qui ont tiré en direction des positions du Hezbollah. C'était le cas également ce matin au Océane. Nous avons été réveillés justement avec les détonations des chars de Tsahal ce matin. Il y avait une autre sirène qui a retenti. Cette fois, c'était en Haute-Galilée. Finalement, on a appris un peu plus tôt dans la matinée que c'était une fausse alerte. Et Loïc, dans le même temps, Tsahal a aussi riposté cette nuit à 2 nouvelles attaques du Hezbollah. Effectivement, cette nuit, comme je viens de vous l'annoncer, ce matin également, hier soir aussi, on a entendu plusieurs détonations ici même. On a entendu sur le coup des 18h hier soir 8 énormes détonations qui ont donc visé des positions du Hezbollah une nouvelle fois. Merci Loïc, donc depuis ces localités frontalières avec le Liban. Jacques Nerien, on voit un regain de tension dans le nord. Est-ce que la situation peut dégénérer avec le Hezbollah? Écoutez, ce n'est pas un mouvement de sinus, la montée, la descente. Nous sommes constamment et en avance et en train de, je dirais, on est entraîné vers un embrasement de la situation du conflit avec Hezbollah. Il ne faut pas se tromper. Hezbollah est en train d'employer des moyens qu'il n'a jamais employés dans le passé, comme par exemple ces missiles Burkan, volcan en arabe, d'une portée de 10 km, mais avec une ogive de plus de 100 kg d'explosifs. C'est quelque chose d'énorme. Donc les drones d'attaque utilisés par le Hamas, par Hezbollah, et aussi, je dirais, n'oublions pas les missiles solaires contre les avions et les drones de Tsahal. Donc il y a constamment une progression dans la confrontation entre nous et le Hezbollah qui n'attend que le feu vert soit donné par Téhéran. Et hier, la déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien qui a dit très clairement qu'il n'y a pas d'autre, on ne peut pas éviter un embrasement total d'un conflit régional. Ce qui veut dire en d'autres termes que nous avançons vers un conflit régional et la preuve c'est que d'abord toutes les positions américaines au Moyen-Orient, toutes les bases américaines sont sous attaque. De plus, les milices pro-iraniennes en Irak ont tiré un missile vers Eilat. Donc pour nous donner aussi un signal que eux aussi font partie de la bataille avec les Yéménites et le Hamas. Et donc ce qui manque finalement, c'est tout simplement l'étincelle qui va allumer le feu. N'oublions pas que Nasrallah dans son discours a dit que toutes les options étaient ouvertes et naturellement il fallait tout simplement, c'était sa décision à lui. Pour l'instant, ce qui le retient, c'est le fait que le Hamas lui dit la chose suivante: nous tenons tête aux Israéliens, nous sommes capables de tenir tête aux Israéliens, ne vous mêlez pas pour l'instant. C'est l'impression que j'ai de ce qui se passe entre ces deux organisations et le Hezbollah interviendra à partir du moment où il sentira que finalement non seulement les défenses du Hamas ont été complètement effondrées, mais qu'on s'approche rapidement à une reddition du Hamas, ce qui va se passer dans quelque temps, certainement pas demain ni après-demain. On va évoquer à présent ces otages qui sont toujours détenus depuis 30 jours maintenant dans la bande de Gaza. Hier, il y a eu une nouvelle mobilisation à Tel Aviv devant la Kiria, le QG de la Défense. Des milliers de personnes se sont mobilisées pour demander la libération de ces otages alors qu'ils sont 241 à avoir été kidnappés le 7 octobre. Fanny Zimbler. Pris à partie par des manifestants, Gal Hirsch, le coordinateur de l'opération pour ramener les otages, a été reçu par des cris de honte, de déshonneur et d'humiliation. Il a fini chassé par les proches des otages. Ce samedi, il venait rencontrer les familles des kidnappés qui ont érigé un campement à Tel Aviv pour appeler au retour de leurs proches enlevés. Ce père d'une personne retenue en otage tente de garder espoir.
Je veux croire que tout le monde fait le maximum comme ils l'ont dit pour ramener nos familles. Je veux croire, je ne suis pas sûr. Je veux que mon armée fasse pression sur le Hamas autant qu'elle le peut et qu'elle ne lui accorde pas une seconde de paix tant que nos fils, nos pères, nos mères, nos grands-mères et nos grands-pères ne soient rentrés chez eux. Ici, cette femme souhaite revoir sa mère. Je suis ici aujourd'hui et depuis 27 jours parce que ma mère, Adina Moshe, c'est elle a 72 ans, a été enlevée de sa maison dans le kibbutz Nir Oz il y a 4 semaines. Et voici mon père, Saïd David Moshe, il a été assassiné. Plus de 100 personnes de kibbutz Nir Oz ont été tuées ou enlevées. Et je suis ici aujourd'hui pour crier à notre gouvernement et au monde entier, ramenez-les aujourd'hui. Lors de son point quotidien, le porte-parole de Tsahal a rappelé la volonté de l'armée de ramener tous les otages en Israël. Nous avons informé les familles de 241 otages et nous poursuivons nos efforts de renseignement, nos efforts opérationnels et civils. Nous faisons un effort suprême dans tous les domaines, partout dans la région, au Proche-Orient, afin de faire le plus possible pour ramener les otages chez eux à la maison. 241 otages détenus dans la bande de Gaza et plus de 1400 personnes tuées dans l'attaque terroriste du Hamas le samedi 7 octobre dernier. L'attaque qui a déclenché les combats. Et selon Washington, le Liban mènerait des négociations pour la libération des otages israéliens, des négociations menées par l'ancien chef de la sécurité générale au Liban, Abbas Ibrahim. C'est lui qui va mener donc ces pourparlers avec certains hauts responsables du Hamas. Le Hamas qui appelle toujours à un accord en échange de la libération des otages contre tous les prisonniers sécuritaires détenus dans les prisons israéliennes, ainsi qu'une trêve de 5 jours dans les combats. Jacques Neria, est-ce qu'un accord est envisageable pour Israël ? Écoutez, selon l'équation qui a été émise par le Premier ministre israélien, je pense que nous sommes très loin d'un échange. Il a dit un cessez-le-feu en échange du retour de tous les otages. Donc il n'y aura pas de cessez-le-feu selon Netanyahou si jamais les otages ne sont pas libérés. Donc à quoi sert toutes ces palabres si jamais derrière ou dans les couloirs il y a d'autres discussions. Abbas Ibrahim par exemple, c'est l'ex-général des chefs de service de sécurité intérieure au Liban. C'est un pro-Hezbollah par excellence. Pendant des années, il a coopéré avec Hezbollah. Donc, il est certain qu'il a certainement accès à des sources par l'intermédiaire du Hezbollah et par l'intermédiaire du Hamas Liban, à savoir plus ou moins ce qui se passe. Peut-être ce serait l'alternative face à l'alternative du Qatar, parce que le Liban donc, est très intéressé à ce que le conflit ne déborde pas en territoire libanais. Et le fait de participer aux négociations pour la libération des otages diminue en quelque sorte l'intensité du conflit, ou pourrait diminuer l'intensité du conflit au Liban et convaincre Hezbollah de calmer ses ardeurs. Donc de ce point de vue-là, mais quelles sont les chances aujourd'hui d'un échange? Le chef du Hezbollah l'a dit très clairement, il n'y a jamais eu d'échange entre Israël et un pays ennemi sans que Israël doit payer en retour quelque chose. Donc qu'est-ce qu'Israël peut payer? Elle peut payer uniquement en prisonniers. Merci Jacques Neria, ancien officier du renseignement militaire. Anthony Blinken doit s'entretenir aujourd'hui avec Mahmoud Abbas à Ramallah, un entretien alors que le secrétaire d'État américain poursuit sa tournée au Proche-Orient après la Jordanie hier, Israël vendredi. Il doit aussi se rendre en Irak aujourd'hui. Il va aller aussi dans la journée en Turquie où il va rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan. Johanna Binder. Aux côtés des chefs de la diplomatie égyptien et jordanien, Anthony Blinken en déplacement à Amman plaide à nouveau en faveur de trêves humanitaires. Mais le secrétaire d'État américain maintient l'opposition des États-Unis à un cessez-le-feu réclamé avec force par ses homologues arabes. Les positions américaines et arabes divergent quant aux mesures à prendre immédiatement pour mettre fin à ce désastre. Les massacres doivent cesser, les crimes de guerre doivent cesser et l'immunité d'Israël contre le droit international doit cesser. Anthony Blinken avertit, un cessez-le-feu profiterait au renforcement du Hamas et serait contre-productif.
Nous pensons que les pauses humanitaires peuvent être des mécanismes essentiels pour protéger les civils, faire entrer de l'aide, faire sortir les ressortissants étrangers, tout en permettant à Israël d'atteindre ses objectifs pour vaincre le Hamas. La tournée diplomatique d'Anthony Blinken se poursuit aujourd'hui à Ramallah où il doit rencontrer le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le secrétaire américain s'envolera dans la foulée vers Ankara où l'attend Recep Tayyip Erdogan. Le président turc qui ce samedi a déclaré qu'il rompait toute relation avec le premier ministre israélien, l'ambassadeur turc en Israël a été rappelé. Outre-Atlantique, Joe Biden rencontrait ce vendredi Justin Trudeau à Washington. Sur le conflit entre Israël et le Hamas, le Premier ministre canadien a souligné qu'il soutenait le droit d'Israël à se défendre tout en appelant à des pauses humanitaires. Oui, le Hamas doit payer les conséquences de son horrible et inacceptable attaque du 7 octobre. Mais l'impact sur les civils doit être le moins important possible. Depuis son discours très attendu ce vendredi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit essuyer de puissantes critiques dans le monde arabe. Des déclarations trop faibles lui reprochent palestiniens et partenaires arabes, parmi eux le palais saoudien, qui a moqué l'idée d'un axe de la résistance mise en avant par Hassan Nasrallah. Avec cette nouvelle guerre au Moyen-Orient, une autre guerre est passée en arrière-plan. Volodymyr Zelensky, qui doit arriver en Israël la semaine prochaine, a déclaré ce samedi que le conflit entre Israël et le Hamas détournait l'attention de l'Ukraine, profitant ainsi aux intérêts de la Russie. Nouvel acte antisémite en France. Une femme juive a été poignardée chez elle à Lyon. Une croix gammée a été marquée sur sa porte d'entrée. La victime a été touchée à l'abdomen. Elle a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Et on va retrouver en direct de Lyon notre journaliste BFM TV en direct, Anne-Sophie Varmont. Anne-Sophie, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé chez cette trentenaire donc hier ? Eh bien écoutez, les faits se sont déroulés hier en début d'après-midi vers 13h. Un homme se présente chez elle, il frappe à sa porte et lorsqu'elle l'ouvre, il la poignarde de 2 coups de couteau dans l'abdomen avant de prendre la fuite. Les enquêteurs, ils sont sur plusieurs pistes à ce stade. Tout d'abord peut-être un différend familial puisque la dame était en instance de séparation. Ils font du coup des vérifications au niveau de ses proches, mais il y a, vous l'avez dit évidemment, cette piste antisémite qui est évidemment vérifiée par les enquêteurs. Et pourquoi ils vérifient plus particulièrement cette piste? Déjà parce que sur la porte de la victime, il y avait une mezouza, un objet du culte juif qui en fait marque l'appartenance de la victime à la communauté juive. Et aussi, vous l'avez dit, il y a cette croix gammée qui a été retrouvée sur la porte, une croix qui a été a priori taillée avec un couteau. Alors par contre, on ne peut pas dater cette croix, ce qui veut dire évidemment que c'est compliqué de savoir si elle a été gravée hier ou non. La victime, vous l'avez dit, n'est plus en danger. Elle est actuellement prise en charge à l'hôpital. Elle a pu être interrogée par les enquêteurs. Et je vous rappelle aussi qu'une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre aggravé. Merci Anne-Sophie en direct de Lyon au lendemain de ce nouvel acte antisémite. Jacques Neria, vous voulez réagir peut-être à cette hausse d'antisémitisme que l'on voit, ce conflit qui s'est clairement importé sur le territoire européen et notamment en France? Écoutez, c'est malheureux. Je suis très conscient de la montée de l'antisémitisme. Chaque fois que j'ai visité la France durant ces dernières années, je me suis heurté à des témoignages je dirais de chauffeurs de taxi ou de gens que je rencontrais par-ci par-là avec des propos antisémites mais très lourds. Donc ça ne m'étonne pas. Le fait, toute guerre entre Israël et un pays arabe ou un partenaire ou le Hamas suscite, je dirais, des remous et soulève et rappelle, je dirais, des relents antisémites qui datent de, je dirais, de traditions non pas centenaires mais millénaires. Donc le juif déicide, le juif l'antisémitisme virulent contre les juifs qui ont un portrait de uniquement l'argent qui les intéresse, uniquement les communications, les médias, donc ils sont là, ils sont maîtres de tout et naturellement gèrent le monde entier. C'est ce qu'il y a de plus antisémite. Et chaque fois, de nouveau, à chaque je dirais jonction où on arrive, on voit que tout simplement cet esprit antisémite n'a jamais disparu. Merci Jacques Neria, ancien officier du renseignement militaire de Tsal.